c'était un peu risqué, je me dis d'ailleurs, mais je me retrouvais en Suisse, dans des tout petits villages, sans savoir à quoi la personne ressemblait. Et ce qui est assez rigolo, c'est comme je me montrais pas sur les réseaux à l'époque, la femme savait pas à quoi je ressemblais. Donc on se retrouvait à la gare, ça m'arrive plusieurs fois, et je vois une femme âgée et elle me regarde, elle m'a dit après c'est pas possible que ce soit toi parce que t'avais l'air tellement jeune, avec la clope au bec, et je pense qu'elle s'imaginait une femme beaucoup plus âgée qui traitait ce sujet-là en fait. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Raconte la rencontre. Bonjour Clélia Odette. Bonjour Anthony. Bienvenue dans Raconte. Merci. Comment vas-tu? Mais très bien. Et toi? Ça va, merci beaucoup. On est dans un studio, un endroit où on peut tout contrôler en termes de lumière, de décoration et tout ça. Mais toi, ton truc, c'est plutôt d'aller chez les gens finalement. Oui, exactement. Pour le projet Belle Môme, je vais chez les femmes. Et dis-toi que parfois, je sais même pas à quoi elles ressemblent, qui elles sont. Du coup, ça rajoute un petit... Un petit piment. Un petit piment, ouais, c'est ça. Parce que tu sais pas si tu vas maîtriser ta lumière ou le lieu. Il y a plein d'inconnus finalement, qui peut être stressant pour certains photographes. Mais je suis toujours bien stressée avant. Je fume souvent une petite clope avant. Et au final, je suis très vite déstressée en arrivant. C'est tout de suite quelque chose de tellement profond et d'intime et de confiance que on se pose très vite en général, ouais. On va peut-être revenir aux présentations. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je m'appelle Clélia Odette Rocha, de mon nom de famille. J'ai 27 ans. Je suis photographe, documentaire, même si je pense que je me considère plutôt artiste, penseuse, je ne sais quoi, plus que photographe. Mais j'ai choisi ce médium-là pour traiter certains sujets, dont la perception du vieillissement des femmes. Voilà, j'habite Bruxelles, je suis franco-suisse et j'ai grandi en Allemagne, à Cologne. Une vraie européenne. Ouais, souvent on me demande tu te sens venir de quel endroit? Ben, je dis souvent européenne, mais ça fait un petit peu... Ouais, d'accord, mais c'est vrai en fait. Pourquoi tu as fait tout ce parcours? Tu suivais ta famille ou c'est toi qui as décidé de bourdinguer comme ça? J'ai suivi ma mère suite à un divorce. Elle a déménagé à Cologne où elle a rencontré mon super chouette beau-père Stéphane. Et du coup, on est parti de la France voisine. Enfin, je suis née à Genève, en Suisse. J'ai grandi un peu en France voisine. Et ensuite, suite au divorce, à Cologne, en Allemagne. Donc, je les ai suivis jusque-là avec ma gigantesque fratrie, parce qu'on est beaucoup. J'ai 5 frères et une sœur, de famille recomposée. Et ensuite, je suis retournée en France. Je sais pas pourquoi, j'avais besoin de retourner vers la langue française. Donc, j'ai fait de la psycho à Lyon, 2 ans, que j'ai raté à cause des statistiques, malheureusement. Et ensuite Bruxelles, ouais. Et Paris, entre-temps, bref. Mais en fait, j'ai toujours voulu faire de la vidéo ou de la photo ou être actrice ou réalisatrice. Donc, je savais que j'allais, à un moment donné, me tourner vers ce médium-là. Mais voilà, avant, j'ai fait psycho et je trouve que ça m'a beaucoup aidée à parler de certains sujets différemment. Donc, c'était nécessaire. Tu penses que c'est vraiment une approche tout à fait différente de venir par le biais psychologue? Vu que je traite beaucoup de sujets de société, je trouve que d'avoir fait de la psycho et lu des super bouquins d'ailleurs, de Boris Cyrulnik notamment, que j'aime beaucoup, ou de Mona Chollet ou Virginie Despentes, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur énormément de choses et maintenant je vois le monde différemment et je pense avec plus de douceur qu'avant, plus de compréhension. En quoi tu le vois différemment, concrètement? Quand tu dis plus de douceur? Je pense que j'ai appris, suite à ces études-là, que l'humain était assez fragile, très résilient, mais en même temps très fragile, et que c'était très facile de le conditionner et de le rendre zinzin ou de le faire croire quelque chose, et que c'était assez fascinant. Et c'est surtout ça qui m'a intéressée dans mes études, c'est de me demander, ok, donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui jouent avec ça, notamment avec les complexes des femmes pour leur faire acheter des choses, par exemple. Tu parles de la publicité, en gros. Voilà, par exemple, ouais. Et du coup, je me suis dit que j'avais pas envie de faire partie de ça et que j'avais envie d'aborder l'humain avec plus de tendresse et de douceur et de compréhension, ouais. Tu viens de citer le mot fragilité. J'ai lu je pense que c'était un commentaire ou une interview, je ne suis plus bien sûr, où je crois que c'était croisé avec un autre photographe, que tu avais fait d'une fragilité un projet, une force. C'est bien correct? Oui, je pense pour Belle Môme, c'est ça?
c'est possible. Oui, mais je pense qu'il y a aussi un autre événement dans ma vie qui m'a menée à ça, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, mais j'ai perdu beaucoup de proches dans ma vie, dont un petit frère et ma meilleure amie et mon premier petit copain, et je pense que d'avoir été confrontée au décès et aux vraies valeurs de la vie, je sais pas comment dire, c'est comme si après avoir perdu ma meilleure amie par exemple, j'ai eu un espèce de déclic qui m'a donné envie de me tourner vers le documentaire et de parler de la vraie vie sans superficialité, je sais pas comment dire, mais de parler vraiment du vrai. Et j'ai toujours ça aujourd'hui, j'ai un réel besoin de parler du vrai, en tout cas de ma perception du vrai, parce qu'elle est différente pour chacun. Et donc quand je suis arrivée à Bruxelles et qu'il fallait choisir un projet de fin d'année en photographie documentaire, je me suis tout à coup tournée vers le sujet du vieillissement de la femme. Et c'était déjà il y a 4 ans, et je pense qu'à cette époque-là, j'étais un peu précurseur. Oui, donc tu avais 23 ans à l'époque, si j'ai bien compté. C'est ça. Et tout le monde se demandait, mais pourquoi tu t'intéresses à ce sujet-là alors que tu es toi-même très jeune et que tu pourrais traiter des sujets plus fun ou juste profiter de ta jeunesse. Mais en fait, premièrement, j'ai toujours été très stressée par cette phrase de « tu es jeune, profite ». On me la disait tellement que ça me stressait. C'est une injonction terrible, finalement, parce que tu dis ça va merder après, et à partir de quand ça merde? Oui. C'est un stress, oui. Mais oui, c'est ça, et qu'il faut tout faire étant jeune, et encore plus en tant que jeune femme, on nous fait très vite comprendre qu'à un moment donné, on sera mère, donc on rentre dans des moules, dans des cases, et qu'on n'a plus cette liberté de faire ce qu'on veut, et qu'on n'a plus la beauté par laquelle on est malheureusement fort définie en tant que femme, et donc par la jeunesse aussi. Et je pense que ça m'a chiffonnée. C'est une façon élégante de le dire. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais à quoi ressemble la vie des femmes de plus de 50 ans? Et donc, j'ai commencé cette espèce de périple de questionnement de qui sont ces femmes, qu'est-ce qu'elles aiment, à quoi ressemble leur corps. Donc, j'avais envie de faire des photos de nu, mais pas uniquement du nu. Par réel intérêt, en fait, de savoir si je trouvais ça beau. Enfin, ça, ces femmes. Tu en avais beaucoup autour de toi. Tu parlais tout à l'heure de ta maman, mais je sais pas, de ses amis ou des tantes ou même des amis à toi dans cette tranche d'âge ou pas du tout? Ou c'est vraiment une sorte de découverte finalement? J'ai toujours été très proche de ma grand-mère maternelle. Mais en fait, non, pas tant que ça. Enfin, j'ai toujours été très pote avec des femmes plus âgées, mais toujours. Depuis que tu es enfant? Depuis que je suis enfant, ouais, c'est assez spécial. Je me suis toujours mieux entendue. Des femmes ou juste des gens plus âgés? Juste des gens plus âgés, oui. Je voulais très vite faire partie du monde des adultes. Quoique maintenant, je retournerai bien en arrière. Non. Tu n'as pas assez profité tout à l'heure. Ah ouais, exactement, c'est ça. Mais non, j'étais, oui, assez amie avec des gens plus âgés, mais ça m'intéressait pas plus que ça se faisait très naturellement au final. Et en faisant le projet, par contre, j'ai trouvé des amies merveilleuses qui ont 65 ans et au final, je m'entends aussi bien avec elles qu'avec des amis de mon âge, voire même mieux parfois. Ce projet, c'était un projet, je pense que tu viens de dire, d'études. Donc tu étais étudiante en photographie ici à Bruxelles. Oui. Et tu devais choisir, comme souvent dans ce type d'études, j'imagine un projet de fin d'année, c'est bien ça? C'est ça. Et tu t'es orientée vers ça. Oui. Quel était l'accueil au début quand tu as présenté le projet à tes profs? Étrange. J'avais majoritairement des profs hommes, à part une prof de photo, Anne de Gelas, que j'aime énormément, et qui fait un travail magnifique. Je pense qu'au début, c'est pas qu'ils en ont rigolé, mais ils m'ont dit ça va être compliqué ton sujet, déjà de trouver des femmes qui veulent bien poser. Et je pense qu'ils me soutenaient pas énormément dans cette démarche, les profs hommes. Tandis que ma prof femme trouvait l'idée très belle, mais me disait ça va être très compliqué de le réaliser, quoi. Et elle avait pas tort. Ça m'a pris 1 an pour trouver la toute première femme. Justement, comment tu t'y es prise pour trouver, on va dire, la première qui a osé, qui a ouvert la voie? C'était dans un atelier de modèles vivants à Paris. Donc il y avait une expérience. Exactement. Donc je me suis dit, j'avais même mis des petites annonces dans la rue et tout, mais catastrophe. Franchement, personne aurait appelé mon numéro parce que c'était écrit « Je cherche des femmes d'accord de se dévêtir ». Enfin, je veux dire, bon. Oui, ça peut être très vite mal interprété. Oui, alors que ça venait d'une bonne intention, mais quoique même ma famille me disait « Mais pourquoi tu veux faire ça? C'est un côté voyeuriste. » Ils comprenaient pas trop ma démarche, c'est assez drôle d'y repenser. Mais du coup, c'était une femme qui avait l'habitude du nu
qui posait encore régulièrement dans cet atelier de modèles vivants. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'à l'époque, j'avais vraiment aucun argent pour faire ce projet, qui est en plus un projet argentique, donc qui coûte quand même pas mal d'argent. Et du coup, pour pouvoir avoir accès au lieu où j'allais la photographier, parce qu'elle voulait pas que j'aille chez elle, j'ai dû poser moi-même nue dans cet atelier de dessin. Et ensuite, j'avais le lieu où j'avais pu l'inviter elle. Donc, j'ai commencé le projet en étant moi-même nue, entourée que d'hommes, des profs de dessin. Et j'ai trouvé, au final, je trouve ça assez beau et assez poétique, parce que je me rappelle que je m'étais sentie super mal à l'aise. C'est ce qui s'appelle donner de sa personne. Ah oui. Et je savais pas où regarder. Je me rappelle que oh là là, c'était pas du tout... Enfin, c'était pas désagréable, mais je me sentais mise à nu, vraiment très très nue du coup. Et je pense que ça m'a aussi appris à comment mettre les femmes à l'aise par la suite de leur nudité. Parce que tu es passée par là. Ouais. Pourquoi le nu? Parce que en histoire de l'art, c'est un thème qui a été visité, revisité dans plein de courants, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Comment on trouve une nouvelle approche par rapport à une thématique aussi travaillée? Je pense déjà j'ai eu un trop plein du nu comme on a l'habitude de voir, du nu de jeunes femmes dans les pubs, ou alors ces photographes hommes qui ont beaucoup profité de la nudité des jeunes femmes. Et je me suis beaucoup posé la question de comment rendre le nu moins érotique, comment travailler mon regard. Et j'ai envie de dire que c'est un peu plus simple chez les femmes plus âgées parce qu'elles sont moins érotisées. C'est beaucoup plus dur chez les femmes jeunes parce que le corps de la femme jeune est tellement érotisé, c'est une catastrophe à mon goût. Mais j'ai beaucoup aimé re-questionner la nudité avec un regard beaucoup plus neutre. Et en fait, à un moment donné, je faisais même plus la différence entre une femme habillée et nue, tellement j'étais habituée. Et je regarde jamais le corps, je regarde la femme comme une entièreté quand elle est nue devant moi. Et genre, je la regarde pas par morceaux du corps et je me pose même pas la question de si je la trouve belle ou pas, ou que sais-je en fait. Et j'ai vraiment appris et j'ai travaillé mon regard que j'ai encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis persuadée de la force des images, parce qu'elle nous fait vraiment re-questionner. Et je sais qu'on peut changer son regard assez facilement en fait. Et avec le temps, oui, j'ai réussi à faire des nus qui sont très... Je sais pas si je peux dire comme des peintures, mais c'est très... les femmes se fondent dans le décor et pour moi, je le vois même plus en fait qu'elles sont nues. Donc, enfin, j'espère que les autres le voient comme ça aussi, mais je trouve ça très agréable. J'aurais envie de te demander de revenir au début de ton aventure photographique. À quel moment se fait la rencontre avec le médium? Tu as un souvenir précis de ça? Oui, c'est marrant. J'ai retrouvé ma toute première photo que ma mère m'a montrée et le cadrage est hyper bien. J'avais genre 12 ans. Un peu une espèce de street avec mon petit frère et ma mère coupés en deux comme ça, mais vachement cool. Et je sais que mon beau-père est un grand fan de photos et a lui-même fait de la photo. Et il avait ces gros bouquins gigantesques avec Robert Doisneau, Capa, Bresson. Et j'adore déjà cette époque que j'idolâtrais un peu dans ma tête quand j'étais ado, de la vieille France. Photographie humaniste, documentaire, milieu voilà. Du XXe siècle. Exactement. Et je feuilletais ces bouquins régulièrement et j'adorerais ces bouquins-là. Donc je sais que mon envie de faire de la photo est déjà née par ces bouquins-là. Et ensuite, j'ai reçu des numériques et je photographiais toujours mes amis qui se sentaient embellies et elles me disaient « Ah, t'arrives à capter comment je me trouve belle ?» Donc je me suis dit « Ok, je dois avoir un feeling là-dedans. » Mais c'est surtout quand j'ai reçu mon premier argentique que j'ai vraiment découvert une passion du portrait avec mon Rolleiflex que j'ai oublié de ramener. Mais c'est une petite boîte avec 2 objectifs où il faut baisser la tête pour faire la mise au point et les gens se sentent beaucoup plus à l'aise quand on baisse la tête que quand on arrive comme ça. Et l'argentique dit aussi, le noir et blanc, développement. Et j'adore développer chez moi mes images, prendre le temps de me remémorer toutes les discussions que j'ai eues qui sont extrêmement profondes et parfois très lourdes. Et donc je développe dans ma cuisine avec ces pensées-là ou avec France Inter, France Culture. Et c'est des moments que je chéris énormément. Ensuite, je scanne et je les envoie et je prends le temps de faire ça. Et je trouve que c'est beau de prendre le temps de prendre son temps. On comprend que c'est un leitmotiv, la réflexion de calme. D'ailleurs, la façon dont tu t'exprimes, c'est posé, tu t'énerves pas, donc c'est vraiment un trait de ta personnalité.
Oui, alors Ou pas je suis toujours. je suis quand même assez speed et ça va très vite dans ma tête. Et je pense qu'à mon avis, c'est pour contrebalancer ma nature plutôt speed et ça fuse dans ma tête, c'est assez fatigant. Mais c'est vrai que pour ce projet-là, je le trouve tellement précieux que j'ai besoin de prendre ce temps pour le faire bien. Ouais. Tu me disais, quand tu vas les rencontrer, tu parles beaucoup avec elles ou c'est tout de suite on passe à la prise de vue? Comment ça se passe? Ah Est-ce non. qu'il y a... Dis-nous un peu le processus créatif finalement. En général, là pour mon dernier voyage, c'était pas le cas parce que j'étais au Sénégal, mais en général, on parle pendant bien des heures. Donc c'est Des heures, vraiment ah ouais. 1 heure, 2 heures, toi? Oui, il y a une femme, c'était même pendant 6 heures, je suis même restée dormir chez elle tellement on avait des choses à se dire. Et c'est assez triste parce que je pense que maintenant, je suis tellement habituée que j'ai l'impression de prendre moins de temps. Faut que je retravaille ça. Mais en tout cas, à l'époque, au début du projet, je prenais vraiment des heures et des heures pour comprendre tous ces sujets que je maîtrise aujourd'hui. C'est peut-être pour ça, en fait, parce que maintenant, je comprends mieux. Et ensuite, je leur demande de choisir l'endroit où elles aimeraient poser, comment, est-ce qu'elles ont envie d'être dénudées ou non, torse nu, de dos. Il y en a une, par exemple, qui était très catholique, qui m'a dit moi, tu fais ce que tu veux, mais pas mon visage. Ou alors une qui m'a dit moi, j'adore mon fessier, tu peux que prendre mon fessier. Enfin, c'est assez rigolo, quoi, et je les laisse choisir afin qu'elles se sentent le plus à l'aise possible, ouais. Et je pense que grâce aux conversations qu'on a eues, il y a une confiance qui s'installe, et il y a un regard qui est très différent. Et souvent on me dit mais pourquoi les femmes sourient pas sur tes photos ou elles ont pas l'air heureuses? Alors déjà je leur demande de pas sourire parce qu'on ne demanderait pas à un homme de sourire sur une photo, je pense, comme ça. C'est du documentaire et surtout après ces discussions-là, il y a un espèce de filtre qui tombe. Et c'est ça, je pense que je vais chercher inconsciemment un peu dans ce projet-là. De quoi vous parlez pendant des heures? C'est secret. Non, mais oui, C'est un bien sûr. confessionnal en fait. Non, je peux raconter sans donner de nom et compagnie parce que c'est assez anonyme, mais comme elles savent qu'en général on se revoit pas, il y en a, je suis devenue très pote avec et je les adore, mais en général je les revois pas. Et du coup, je suis vraiment sans filtre. Je leur parle de moi aussi ou de ma sexualité, de mes questions, pour les inviter à tout lâcher. Et donc ça va parler de justement ces différentes cases, moules qu'on doit, on doit être façonné de telle manière en tant que femme. Et ça parle de leur jeunesse, quand elles sont devenues mères, leur relation aux hommes. Et souvent, les femmes hétéros sont moins heureuses que les femmes lesbiennes ou qui vivent seules d'ailleurs aussi. Ouais. Et c'est un vrai travail de société en fait. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas juste de la photo, mais que j'apprenais énormément. Le côté sociologique. Oui, vraiment. Donc on parle de tout ça, de leur sexualité, de la ménopause, de la grossesse, s'il y en a eu une, ou deux, ou trois, et de leur rapport au corps. Et en fait, ça commence souvent par oui, oh, ça va. Et plus je pose des questions où je sens que je peux poser ces questions-là, plus je me rends compte d'une très très profonde souffrance en fait. Et tu vas vraiment de manière très progressive, très douce. Oui, et je vais pas aller chercher ça, mais ça se fait parce qu'avec du recul, je me suis moi-même auto-analysée, mais ça se fait très naturellement en fait. Et je sens que parfois il y en a qui ont envie qu'on leur sorte un peu les verres du nez et qu'elles se lâchent vraiment quoi. Et j'ai déjà eu plusieurs séances où on était les deux en pleurs quoi. Sans doute que personne ne l'avait fait avant dans leur vie. Peut-être, oui. Ou personne leur avait aussi dit qu'elles étaient belles. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je disais à une femme « Oh, mais t'es trop belle, là !» Il y avait quelque chose de « Waouh, ça fait longtemps qu'on m'a plus dit ça et ça me fait vraiment du bien. » Et malheureusement, c'est beaucoup de femmes qui ont été larguées pour des plus jeunes, ce qui est extrêmement fréquent. Et on sent une énorme souffrance par rapport à ça, ce qui est vraiment injuste, quoi. Petite parenthèse, c'est la deuxième fois que tu dis « J'ai d'abord fait moi ». Pour ensuite rentrer dans le sujet. C'est ce que tu viens de dire juste au début de cette question. C'est assez amusant, tu deviens un peu cobaye finalement ouais, de ce que tu veux faire avec les autres et entre guillemets, tu fais d'abord toi. C'est un trait de caractère intéressant. Tout le monde ne le fait pas. Non, c'est vrai. Ouais. J'aime bien, je suis tout terrain. Ouais. Adaptative. Ouais. On va revenir sur le fil de ta vie pour garder un peu cette trame quand même. Donc tu as fait ta première photo vers 12-13 ans, j'ai envie de dire comme énormément de photographes, c'est généralement un âge où on découvre le moyen d'utiliser un appareil photo. Après, quel était le cheminement? Tu as fait des études classiques
J'ai fait de la musique classique pendant 12 ans. J'étais harpiste professionnelle, à vraiment très haut niveau d'ailleurs, et ça m'a un peu cassée, donc j'ai pas... Pourquoi ça t'a cassé? Ça aussi, c'est une bonne question. Alors déjà, parce que c'était une pression familiale assez élevée, et ensuite, parce que c'est un milieu pour réussir, pour briller. Pour être soliste, faire des tournées. Ouais, c'est ça. Et avec une harpe, c'est pas évident, parce que c'est très lourd. Hein. J'avais la grande harpe, la grosse harpe. Ça fait un très beau son, cependant. Mais... Ah oui, mais c'est un des plus bels instruments du monde, ça, j'ai pas changé d'avis là-dessus. Mais j'ai commencé suite aux Aristochats, d'ailleurs, à Duchesse. Mais, avec une petite harpe, d'ailleurs. Mais j'aimais pas jouer sur scène, j'avais les épaules levées comme ça, j'étais pas du tout à l'aise devant un public, j'avais les doigts qui suaient énormément, contrairement à ma sœur, par exemple, qui est une super magnifique violoncelliste, qui elle adore être sur scène et elle en jouit de la scène et elle adore ça, tandis que moi c'était mes catastrophes. Et je préférais jouer dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. Et donc j'ai arrêté par trop de pression et puis ouais, je m'y retrouvais pas quoi. Par contre j'adore la musique. La musique c'est toute ma vie aussi. Quelle musique? Tu viens de parler de formation classique pointue, mais tu as des goûts très larges. Très très large. De base, je voulais faire du jazz, mais c'était pas trop le truc de ma famille, donc c'était plus faire la harpe. Et j'ai découvert Alice Coltrane plus tard. Ah, flûte. Mais ouais, de base, c'était plutôt le jazz et Dorothy Ashby aussi, qui est merveilleuse. Mais là, mon petit frère, lui, il fait du rap, par exemple, il fait des prods à Berlin et j'adore. Et on a travaillé ensemble et on s'est poussés, on s'est soutenus les deux et c'est merveilleux. Mais la musique a un rôle extrêmement important dans ma vie et ça me manque beaucoup. Tu me lances sur un truc parce qu'on a toujours une question qui est quasiment la même pour tout le monde, qui est quelle est la BO, la bande originale de ta vie? Je ne sais pas si tu l'as vu dans d'autres racontes. Généralement, je la pose à la fin, mais là, tu me tends un peu une perche et je ne peux pas résister. C'est très dur. Je sais. Très dur. Il y a des gens où on attend plusieurs minutes avant d'avoir la réponse. Mais j'ai plusieurs styles de vie, donc j'ai plusieurs personnalités aussi, et ça, je trouve, c'est un super sujet où il faut beaucoup en parler, parce qu'on a l'impression qu'on a le droit d'être que une personne. Tandis qu'on a plein de contradictions, on est très complexe et il faut, je trouve, laisser place à tout ça. Donc j'ai énormément de styles, je suis très hip-hop, vraiment. Mais j'ai envie de dire, en tout cas le film et la BO, ça serait Paris, Texas et du coup Ry Cooder. Ok. Tu connais? Ouais, donc finalement tu as trouvé vite. Je pense, ouais. Mais je pourrais t'en donner plein d'autres aussi. Tu as plusieurs vies, tu viens de le dire, tu as plusieurs personnalités. Ouais. Comment ça se matérialise? Qu'est-ce que tu entends par matérialise? Concrètement, dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas évident, et je remarque ça. Oh, il y a tellement de sujets à aborder, mon Dieu. On est sur Raconte, il y a le temps. Ah ouais, mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, j'ai eu vite une étiquette de photographe de ce projet-là. Et j'ai l'impression qu'il fallait moi-même que je rentre dans ce moule-là et que j'ai une image très sérieuse et très sérieuse, alors que dans ma vie de tous les jours je suis plutôt un petit pitre, je me vois un peu comme un cow-boy, comme un je sais pas, c'est peut-être pour ça aussi tous les styles de musique différents, mais je peux m'imaginer ma vie sous tellement d'angles différents. Je peux très bien vivre sur une petite île en Grèce à Ikaria et avoir une station essence et vivre là comme je pourrais. J'adorerais être une actrice renommée, jouer dans des films incroyables. Enfin, en fait, j'aime beaucoup de choses différentes et c'est assez fatigant et de gérer ça parce que j'ai envie de faire tellement de choses. Et tu n'arrives pas à choisir. Et j'arrive pas à choisir, donc je fais un peu de tout. Et du coup, c'est compliqué aussi. Et même dans mes goûts, dans ma manière de vivre, je sais que j'ai plusieurs. Enfin, j'ai une personnalité qui est très multiple, on va dire. Et je pense que tout le monde a ça, mais on a tellement l'habitude de se dire qu'il faut en choisir une et la suivre, que ça nous rend assez malheureux, j'ai l'impression. Je suis pas psy, mais je pense qu'il faut mettre de la place à tout ça. Non, tu penses pas? Si, je suis relativement d'accord. J'essaie de rebondir sur ce que tu dis. Il y a beaucoup de frustration, quoi. Oui, parce que choisir, c'est renoncer. Généralement, c'est ce qu'on dit, c'est un truc qu'on entend toujours. Et finalement, il y a tellement de possibilités et il faut toujours en choisir une ou plusieurs ou alors attendre des moments opportuns. Oui. C'est compliqué.
Oui, hein. C'est comme, mais je pourrais embrayer là-dessus par rapport choisir un sujet photo. Tu viens d'en parler ici avec ton projet Belle Môme, où tu as fait un choix assez clair avec une ligne directrice, une ligne artistique. Mais en tant que photographe, c'est aussi très difficile de trouver comme ça un sujet, de l'explorer. Toi, comment tu t'y es prise par rapport à ce projet ou d'autres projets éventuellement sur lesquels tu travailles actuellement ou que tu voudrais travailler aussi? Ouais. Tu avais beaucoup de questions. Non, mais c'est parfait parce que j'ai plein de réponses. C'est magnifique. Mais pour le projet Belle Môme, je sentais que c'était urgent, qu'il y avait une réelle urgence de traiter le sujet du vieillissement de la femme avec, encore une fois, douceur et réalité, parce qu'on le traite aujourd'hui, mais d'une manière qui, moi, m'exaspère, avec un espèce de féminisme washing où on va nous vendre des trucs anti-âge. Des crèmes anti-rides, ce genre de trucs, quoi. Et on en parle du sujet, mais au final, on continue à se foutre de la gueule de la femme tous les complexes des femmes ont été créés pour un but lucratif et ça me rend dingue. Et du coup, je me suis dit, bon, si les gens le font pas, il faut que je le fasse, quoi. Et c'est le cas pour beaucoup de sujets. Je me dis, ok, ça c'est urgent. Il y avait aussi la sexualité des femmes âgées en EHPAD, qui était pour moi urgent. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai été récolter des sextoys pour des femmes âgées dans les maisons de retraite parce que je trouvais que c'était une urgence. Et je pense que je fonctionne comme ça. Je trouve un sujet, et j'en ai plein, où je me dis, il faut que j'en parle parce que sinon ça me bouffe. Ça me bouffe dans l'intérieur et ça me rend malheureuse. Et là, par exemple, j'ai une espèce de vision comme ça du tableau de Jérôme Bosch, La Tentation de Saint-Antoine, qui me revient très régulièrement et qui me questionne énormément. Et je trouve ce tableau hallucinant, comme il est hyper d'actualité d'ailleurs, où ça parle de tous les péchés et toutes les tentations de l'humain, comme si c'était quelque chose de grave et de sale et des luxures. Et ça me questionne. Et mon nouveau projet, ça va être sur la chirurgie esthétique, sur la pornographie, sur les réseaux sociaux. Et c'est très inspiré inspiré, oui, ça vient un peu de ce tableau-là. Et du fait de regarder autour de moi notre génération, et moi y compris, et d'avoir envie pas de la juger, mais d'en faire un projet assez cliché pour qu'on puisse se rendre compte vers où on va. Il s'appellera You Kill My Sparkle. Tu casses mes étincelles, parce qu'on va vers une uniformisation assez terrifiante. Et du coup, on nous enlève tous nos petits détails et tous je sais pas comment dire, nos petits artifices à droite à gauche. Et ça va être mon nouveau projet. Et pareil, c'est des sujets qui restent en boucle dans ma tête. Donc si je les travaille pas d'une manière ou d'une autre, ça me déprime. La façon dont tu en parles, j'aurais envie de remplacer le mot projet par mission. Oui. Parce que c'est au-delà du projet, ça devient même presque vital pour toi, de la façon dont tu en parles. Tu tomberais malade, en fait, si tu ne le fais pas, physiquement parlant. Oui, c'est très vrai. Oui. Et mon entourage me dit souvent, mais arrête de faire des sujets tellement prenants, tellement négatifs. Tu veux pas essayer d'être plus positive et faire des choses plus rigolotes, mais j'aimerais bien, mais j'arrive pas. J'arrive pas parce que parce que c'est une urgence pour moi et c'est comme ça que je fonctionne et je me sens pas non plus malheureuse d'être comme ça, mais je pense que chacun a un peu sa mission dans le monde et moi j'aime traiter ces sujets-là. Genre je traite en ce moment le sujet de la pédocriminalité et de l'inceste. Et j'arrive à le traiter parce que je pense que j'ai les épaules pour, et j'ai surtout envie de traiter tous ces sujets, encore une fois, avec beaucoup de douceur en fait, et de compréhension. Je trouve que c'est dur de traiter ces sujets-là avec amour, et ça a l'air hyper cucu ce que je dis, mais c'est très vrai. Et je pense que si on arrive à traiter ces sujets différemment, ils seront peut-être plus accessibles et peut-être plus simples à changer ou à se re-questionner. Il y a aussi peut-être un référentiel qu'on n'a pas placé, mais en parlant avec toi ici depuis une vingtaine de minutes, j'ai l'impression que tu as aussi quelques points communs, sans vraiment connaître toute son histoire, parce que j'ai pas étudié tout dans les détails, mais il y a quand même une photographe, et aussi dans ta stylistique des portraits, à laquelle je pense, Diane Arbus. Oh waouh, ça fait plaisir. Il y a quand même un peu d'elle, non? Peut-être, je sais pas, mais elle s'est suicidée, elle, non? Si je dis pas de bêtises. Oui. J'espère que ça m'arrivera pas, ça. Non, je ne te souhaite pas. Mais je crois qu'elle est morte très jeune, ouais. Mais oui, j'adore. Parce qu'elle cherchait à aller à la rencontre parfois de gens très marginaux. Elle venait je crois, de New York, quand même, dans une classe sociale assez aisée à la base. Et elle a été à la rencontre de gens, à l'époque du cirque, ou des gens qui avaient des difformités, ce genre de choses. On était presque dans de l'Elephant Man d'avant l'heure. Ouais.
Donc c'est quelqu'un qui a clairement été transgressive aussi par rapport à son milieu. Un peu toi, ça, non? J'irais pas à dire que je suis comme Diane Arbus, mais merci pour ce compliment en tout cas. J'y pensais, j'avais noté là, je me dis quand je vais passer, parce que j'ai pas de questions par rapport à elle, et voilà, c'est fait. Merci. Voilà, une case de cocher, c'est ça de fait. On va continuer dans le temps. Donc là, tu as fait un peu tes études, tu es arrivé à Bruxelles ici pour étudier la photographie. C'était ton second choix, entre guillemets, vu que tu as d'abord fait la psychologie à Lyon, donc tu as déjà fait un beau petit tour d'Europe. Maintenant, donc tu as eu ton diplôme, j'imagine. Oui. Finalement, on a parlé tout à l'heure de la réception du projet, enfin de l'idée du projet. Quand le projet a été avancé, quand il a été réalisé, quelle a été la réception du produit fini? Alors je m'y attendais pour le coup vraiment pas du tout, mais vraiment une avalanche de messages de femmes qui me remercient en fait. Et encore aujourd'hui, ça fait 4 ans. Bon, j'ai régulièrement des interviews qui viennent un peu remettre le projet en lumière, mais encore maintenant, j'ai des centaines de messages par semaine de femmes qui parfois juste me témoignent leur vie. Elles me demandent rien du tout. Elles me disent juste voilà, j'ai vécu ceci, cela, et merci de nous mettre en valeur. D'autres qui veulent absolument participer, mais je peux pas photographier tout le monde et surtout j'ai pas les fonds. Peut-être qu'on en reparlera de ça d'ailleurs. Mais... Il y a des questions sur l'argent, plus ou moins. Okay. Mais oui. tu acceptes, par exemple, quelqu'un qui t'envoie un message pour te demander tiens, je voudrais participer, je voudrais poser pour toi. Comment ça se passe? Ou alors non, c'est toi qui choisis? Maintenant, je choisis un peu plus parce qu'il va me manquer un peu dans mon livre, parce que je suis en train de faire un livre. Et du coup, je vais chercher des profils peut-être différents. Tandis qu'à l'époque, je prenais un peu tout le monde, sans savoir à quoi la personne ressemblait. C'était un peu risqué, je me dis d'ailleurs, mais je me retrouvais en Suisse, dans des tout petits villages, sans savoir à quoi la personne ressemblait. Et ce qui est assez rigolo, c'est comme je me montrais pas sur les réseaux à l'époque, la femme savait pas à quoi je ressemblais. Donc on se retrouvait à la gare, ça m'arrive plusieurs fois, et je vois une femme âgée et elle me regarde, elle m'a dit après c'est pas possible que ce soit toi parce que tu avais l'air tellement jeune, avec la clope au bec, et je pense qu'elle s'imaginait une femme beaucoup plus âgée qui traitait ce sujet-là en fait. Donc c'était assez rigolo de sentir d'abord un espèce de... peut-être même une pincée de malaise de se retrouver avec une aussi jeune femme, de se dire tiens, est-ce que ça va être un sujet sérieux, Et au final, je suis contente qu'elle m'ait fait confiance et que tout soit bien passé, mais... Donc j'acceptais un peu tout le monde à l'époque, ouais. Il y en a qui ont parfois changé d'avis ou refusé au dernier moment? Non, non, jamais. Tu as toujours réussi à installer un climat de confiance, en fait. Oui. Pour montrer que c'était tout à fait bien intentionné, que c'était pas du voyeurisme ou ce genre de choses. Oui. Tu leur montrais des photos que tu avais fait précédemment? Oui, c'est grâce aux premiers articles, en fait, que j'ai eu autant de demandes. Parce qu'après, j'ai plus eu besoin de chercher des femmes, elles sont venues à moi. Mais c'est grâce aux articles et au fait d'avoir vu les premières images. Je pense que du coup, elles se sont dit, ok, c'est pas du nu érotique, c'est assez nouveau. Et il y en a qui ont eu aussi envie de participer, à mon avis, pour des valeurs presque politiques, pour un engagement politique aussi. Et c'est assez beau parce que grâce aux articles, il y a des femmes des 4 coins du monde qui m'ont écrit. Et ça, c'est fascinant. Des favelas en Colombie, dans des pays asiatiques. Enfin, j'ai reçu des messages. Et c'est marrant parce que parfois, j'étais dans mon lit avec mon chocolat chaud et des trucs anti-boutons sur la tronche. Et je lisais des messages de femmes qui me remerciaient du fond du cœur pour le projet exceptionnel. Et je n'avais pas l'impression qu'elles me parlaient à moi. C'était presque trop au début. Je me suis dit, ouh là, non, mais j'ai rien fait, quoi. Mais c'est magnifique. Et c'est ça qui m'a donné envie de le continuer si longtemps, en fait. Parce que je ne gagne absolument pas ma vie avec ce projet-là. Mais ce qui me fait tenir, entre guillemets, c'est toujours la même urgence. Et d'ailleurs, elle s'est un peu aggravée, je trouve. Mais c'est tous les messages de ces femmes. On aurait envie de dire, pour se faire un peu l'avocat du diable, on a l'impression pourtant que dans la publicité, tout ça, il y a beaucoup de choses qui changent dans des défilés de mode et tout, avec des physiques qu'on ne voyait pas il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? C'est un peu comme le greenwashing ou pas du tout? C'est une véritable évolution? Ton regard sur ça? Compliqué. Parfois, je sens qu'il y a une petite évolution, mais ça reste du coup des mannequins. Moi, ce qui me fait très mal, c'est qu'il y a une évolution un peu dans le cinéma, mais je la trouve presque pire.
parce que les actrices sont tellement refaites, comme Demi Moore, là, qui a joué dans The Substance, ou Nicole Kidman, enfin... Voilà, et il y en a plein d'autres. Il y en a très peu, en fait, qui ne se font pas refaire, je trouve. Et du coup, je trouve ça encore presque pire. C'est comme si t'es pas refaite, tu peux plus continuer à jouer. Donc, au final, ça reste la même chose, quoi. Et souvent, on me demande qui est ma référence de vieillissement en termes de personnes connues. Je réponds à chaque fois Patti Smith. Et Patti Smith, pour moi, c'est pas l'unique femme dans le monde connue à se lâcher la grappe, mais franchement, c'est rare, quoi. Il y a Meryl Streep, mais elle est pas si âgée que ça, et bon, je l'adore. Il y a celle qui a joué dans Three Billboards, que j'adore. Cheveux courts, blonde, qui apparemment me ressemble comme deux gouttes d'eau, d'après mon ex. J'ai oublié son nom. Super femme. Mais donc voilà, il y en a très peu. Et moi, je me réfère souvent à Patti Smith parce qu'elle a une notoriété merveilleuse. Et elle se montre sur les réseaux avec une barbe, comme elle est, avec sa douceur, sa tendresse. Et je la trouve d'une force inouïe, cette femme. Et oui, ça commence à se perdre de plus en plus dans les sphères de stars, de célébrités et compagnie, quoi. Et je trouve ça très alarmant. C'est un peu tout simplement un retour au naturel. Parce que quand on voit par exemple des photos plus documentaires de photographes qui ont photographié des gens, et notamment des femmes, dans des tribus reculées ou dans des régions où on ne se préoccupe pas de tout cet apparat, ou peut-être, enfin certainement pas de la même façon que nous, occidentaux, il y a aussi des physiques comme ça très intéressants et qui n'ont pas des crèmes de jour, de nuit et autres artifices, et encore moins de chirurgie. Oui, j'étais au Brésil, à Rio, et au Sénégal pour le projet, et c'était fascinant de voir la différence entre la perception du vieillissement de la femme à Rio et au Sénégal, mais rien à voir, et en Europe, rien à voir. Et par exemple, au Sénégal, déjà les femmes sénégalaises sont d'une beauté infinie, et elles n'ont pas du tout la même qualité de peau, donc je pense qu'il y a aussi une différence en termes de, si on parle de rides et de vieillissement cutané, de vieillissement qui se voit physiquement, ça se voit beaucoup moins chez les femmes à peau mate. Limite, j'avais l'air plus âgée que certaines d'entre elles, vraiment, parce qu'elles m'ont donné genre 40 ans et moi je leur donnais genre 20 ans, alors qu'elles en avaient 60. Mais quand je leur demandais ce qui avait changé pour elles dans leur vieillissement, elles m'ont presque toutes parlé de leur mal de dos ou de genoux. Tandis que à Paris, ça va être, j'ai la peau des bras qui pendouille. Bon, les sécheresses vaginales, ça c'est un vrai sujet en termes de ménopause, mais elles étaient beaucoup plus stressées par leur aspect physique, leur enveloppe corporelle, que leur santé, que la mécanique du corps. Tandis qu'au Sénégal, c'était vraiment niveau mécanique, quoi. Pragmatique. Ouais. Et à Rio, je pense que c'était un peu un entre les deux. Et à Rio, ce qui est fascinant, c'est que la plupart des femmes m'ont dit qu'elles ne voulaient plus vivre entourées d'hommes. Elles m'ont dit que c'était ça l'avenir, et elles vieillissent entre elles dans des groupes de femmes où elles font énormément de danse, énormément de musique. Elles m'ont dit « Oh, les hommes, pas besoin, on a des sextoys, bon voilà ». Et c'est une autre manière de vieillir en groupe, entre femmes, qui vient, je pense aussi d'une grosse souffrance, qu'elles ont transformée en une grosse joie commune. Donc c'est aussi super intéressant. C'est perturbant, comme tu le dis. Je sais pas trop, pour être honnête, je sais pas trop comment le prendre, parce que effectivement, ça peut venir de traumatisme. On peut imaginer tout un tas de choses horribles, qu'elles finalement elles préfèrent être claniques, être coupées d'une partie de la société, ou autre genre. Ça pose plein de questions. Oui, mais j'ai posé beaucoup de questions. Justement, elles me riaient un peu au nez parce que moi j'ai un copain. Elles m'ont dit mais non, tu verras. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'enquête parce que ça vient bien de quelque part. Et du coup, il y a plusieurs choses que j'ai entendues. Déjà, la violence, l'inceste. Souvent, il y a des femmes qui sont parties, notamment des femmes issues de favelas, enfin qui sont nées dans des favelas, qui sont parties à cause de l'inceste et qui protègent leurs enfants en vivant seuls. Donc il y a ça. Et ce qui revenait le plus souvent, c'est un homme, c'est trop fatigant, c'est comme avoir un enfant en plus. Et dans leur culture, l'homme est un peu roi, sans vouloir
faire de gros clichés, mais c'est ce qu'elles m'ont raconté, c'est les hommes se laissent servir, voilà, ils se laissent vivre, ils font rien à la maison, et ils vont voir ailleurs tout le temps. Et donc en fait, pour elles, c'est plus un poids qu'autre chose. Et moi, je leur expliquais dans les pays plus nordiques, moi j'ai grandi en Allemagne, que c'était pas comme ça, ou en tout cas beaucoup moins, et que ma génération avait changé énormément, que mon copain faisait la cuisine, ah bon, et que voilà, il se questionnait sur le désir des femmes, sur comment donner du plaisir. Et pour elles, c'est pas arrivé jusque dans leur culture, société à ce moment-là, quoi. Et pour elles, c'est de pire en pire aussi, avec les groupes de masculinistes, mais ça c'est partout, ça, c'est pas que... Oui, ça c'est un vrai phénomène mondial, effectivement. Oui. Qui n'amène vraiment pas vers le mieux. Non. C'est fou comme on est en train de se séparer. Oui, et ça m'attriste fort. Ce que je trouve fascinant aussi, c'est que j'ai un petit frère de 21 ans que j'aime de tout mon cœur et qui est extrêmement ouvert d'esprit et tellement merveilleux envers les femmes et comment il en parle, j'en suis extrêmement fière. Et j'ai 2 petits frères de maintenant 16 ans, que j'aime également de tout mon cœur, mais... Âge critique aussi. Oui, et ils sont encore à l'école, eux, et ils suivent sur TikTok Andrew Tate, là, cette horreur là, t'as touché le haut du panier. Et je leur avais dit, écoutez, parce qu'ils sont venus me rendre visite à Bruxelles, et je leur avais dit, si vous suivez ce gars-là, vous dormez pas chez moi, en fait, vous dormez dehors, en fait, c'est pas respecter votre sœur. Tu fais comme les Brésiliennes, en fait, tu fermes la porte. Oui, j'ai eu envie de comprendre d'où ça venait, et c'est assez paniquant de voir la différence entre certains garçons de 16 ans et ceux de 21. Et bon, ça dépend où on a grandi, dans quelle ville, bon, voilà, évidemment. Mais là, pour le coup, ma famille, il y a une grosse différence. Et je pense que les réseaux sociaux et la pression dans les écoles, dans le fait d'être cool, ils comptent énormément. Et ils font tellement attention à leur visage, leur corps, au millimètre près. Alors que de base, les garçons avaient un peu moins cette pression du physique. Maintenant, ils ont la même pression à vouloir limite se faire refaire aussi. Et ouais, je sais pas, ça, j'ai perdu le fil. Je comprends pas et ça me fait très peur. Ouais. C'est une inversion des rôles, mais pour des mauvaises choses. Oui. La façon dont tu me dis là. Et de réécraser la femme encore et encore. C'est une histoire sans fin, même juste avec l'avortement et on remet toujours le sujet sur la table au lieu de s'occuper de sujets tellement plus importants que ça, quoi. Peut-être par flemme, j'en sais rien. C'est peut-être pour ça qu'ils choisissent. Hop, on reparle de l'avortement au lieu de parler des guerres, c'est plus simple. Ginétisme aussi, sans doute. Oui. Tu m'as lancé une micro-perche encore une fois tantôt en parlant d'argent. Oui. On y vient. De quoi tu vis? Tu es photographe professionnel? Comment ça se passe? Alors, ça c'est un vrai sujet. J'en ai déjà parlé sur des plateaux de télé et on a coupé ce moment-là. On ne le coupera pas. Donc dis ce que tu veux, je m'y engage. C'est bien. J'ai eu beaucoup de boulots alimentaires, énormément, qui m'ont vraiment crevé aussi, parce que ça dépend lesquels boulots, mais quel genre de boulot alimentaire? Les bars, les cafés, les boulangeries, j'ai tout fait, vraiment, même les usines de croquettes de crevettes et de croquettes de fromage à la belge, tout en faisant ce projet. Et à un moment donné, j'ai demandé le statut d'artiste, et je me sentais presque mal de demander le statut d'artiste, parce que sur les réseaux, j'avais déjà une certaine notoriété, et de l'extérieur, les gens avaient l'impression que j'avais réussi. Et même de la jalousie presque. Dizaines de milliers d'abonnés. Voilà. Et je recevais même un peu de jalousie et je me disais, mais réussi quoi? Alors réussi un projet, un sujet, oui c'est vrai et c'est chouette et c'était pas évident. Mais réussi, ça veut dire quoi? Et on n'achète pas son pain avec de la notoriété aujourd'hui. Et malheureusement, je ne vis pas de la photo. Parce qu'en Belgique, il y a très peu de boulot photo, déjà. Il n'y a pas beaucoup de mode. J'aimerais bien la faire venir de Paris à Bruxelles pour pas toujours devoir aller à Paris, parce que j'ai fait 1 an à Paris dans des studios de mode et c'était pas ma tasse de thé du tout. Et oui, c'est assez triste parce qu'en fait, en photo, là où il y a de l'argent, c'est dans la mode, majoritairement, et c'est un milieu qui, moi, me plaît pas des masses. Et dans tout ce qui est documentaire, avec des sujets qui sont pour moi très nobles, il n'y a plus d'argent du tout. Je pense qu'il n'y en a jamais eu, ou pas beaucoup. Mais... Oui, en plus, mais les journaux ont plus d'argent, ne payent plus. Les journaux, c'est mort, effectivement. Tandis qu'à l'époque, je sais que les journaux payaient mieux, mais j'ai des gros journaux, que je vais peut-être pas citer, mais ils ont très mal payé ou en retard. Et en fait, j'ai eu besoin d'années pour m'en rendre compte que j'allais
potentiellement pas gagner ma vie avec des sujets comme Belle Môme. Donc j'ai demandé le statut d'artiste qui va même bientôt peut-être être effacé par le parti de droite en Belgique, on verra. Je vais peut-être contextualiser parce qu'il y a Oui. beaucoup de gens en France qui suivent Raconte et le statut d'artiste, c'est une sorte de chômage un peu augmenté pour faire face aux périodes où les artistes ne travaillent pas. Et quand tu n'as pas atteint un certain plafond d'argent gagné sur l'année, on touche un montant mensuel. Oui, voilà. Et j'avais honte de demander ce statut, je m'en rappelle, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, t'as pas assez essayé ou... Donc il y a eu ça. Le fait de financer le projet Belle Môme a été une catastrophe qui m'a menée au burn-out l'année dernière, parce que j'ai essayé de trouver des fonds publics. Donc à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils m'ont dit que c'était du nu systémique et ils m'ont pas aidé. Donc il y a eu eux, mais il y en a eu des dizaines qui m'ont dit non. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que le sujet est un peu polémique? Et je pense que oui. Je pense que c'est parce que ça parle de femmes âgées nues que ça bloque. J'ai eu droit à des remarques en mode pourquoi c'est pas toi qui te mets nue? Pourquoi tu photographies pas tes copines? D'hommes de la soixantaine, blancs, hétéros, enfin voilà. Et j'en ai eu beaucoup. J'ai eu des très gros contacts aussi, que peut-être pareil, je citerai pas ici, mais des très 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 gros contacts en France notamment, qui m'ont dit oui, on peut pas faire de partenariat avec la nudité aujourd'hui parce que on a des partenaires en Arabie Saoudite ou en Asie et la nudité pose problème là-bas. Sauf qu'ils ont édité un livre de Irving Penn, qui est un photographe merveilleux, qui fait du nu. Bon, mais et cette espèce de course vers le fait de trouver des fonds pour faire un projet qui était très attendu et que j'avais vraiment envie de faire, ça n'a pas marché pendant 6 mois. Et tous les jours, je demandais de l'argent à plein d'endroits différents, en Suisse, en Allemagne, en France. Et on me recalait et ça m'a tellement noirci que j'ai lancé une cagnotte en ligne. Et au moment où j'ai lancé la cagnotte, Instagram m'a shadowban. À cause du nu. À cause du nu. Donc mon contenu était vu comme pornographique sur les réseaux. Alors que des personnalités comme Kim Kardashian qui montrent son fessier bien refait, galbé, on dirait bon bref. Elle montre beaucoup, on va résumer comme ça. Ça c'est ok pour Instagram ou alors les femmes qui accouchent, qui allaitent, donc quand elles suivent leur rôle de femme. Alors là la nudité c'est ok, ce qui est hyper alarmant pour moi. Mais quand c'est du nu artistique comme je fais, ça passe pas. Et du coup, mon compte avait été shadowban, ce qui veut dire qu'il a été caché par cette plateforme quand j'ai lancé ma cagnotte. Pendant longtemps? Je suis encore shadowban aujourd'hui. Pourtant, on peut le voir. On peut me voir pour ceux qui me cherchent ou qui viennent de me suivre, mais quand je poste une story, il y a très peu de personnes qui la voient aujourd'hui. Ok. Et donc ça aussi, ça a rajouté une colère monstrueuse en moi. Il te signale, tu reçois un mail ou comment ça se passe? Il y a une prise de contact? Tu le vois et tu peux aller voir dans le statut du compte. Et j'avais des petits points rouges partout. Et est-ce qu'il y a moyen de pas de contourner, mais de défendre son propos ou pas du tout? On peut demander à ce qu'ils vérifient. Parfois, ils ont remis une publication, mais j'ai l'impression d'être sur leur radar presque parce que mes photos ne passent pas. Et ce qui est quand même terrible, c'est que je floute les tétons à chaque fois. À chaque fois. Donc, il n'y a pas un seul téton dans mon Instagram, mais c'est les tétons qui posent problème. Et j'ai un jour fait la petite expérience de photoshopper le téton de mon frère sur le téton de ma cousine. Et là, ça passait, quoi. Mais c'est... Voilà. Moi, je rêve d'un monde où les femmes peuvent se trimballer torse nu, comme le font certains hommes en été, en skateboard, dans un parc. Et moi, je le fais régulièrement dans les parcs et je me prends plein de remarques. Mais je comprends pas ça. Et je trouve que ça sexualise encore plus la femme et c'est dangereux, en fait, de nous cacher comme ça. Tu le fais comme un acte politique ou juste parce que tu considères, voilà, c'est comme ça, sans se poser plus de questions? De me mettre torse nu? Ah non, parce que j'adore être torse nu. Je suis toujours torse nu partout. Je sais pas, toujours, depuis que je suis gamine, en fait. Mais ça m'a jamais posé de problème. Et je pense que mon entourage ne m'a jamais sexualisée parce que je faisais ça. Donc, j'aimerais bien que si les femmes en ont envie, qu'elles puissent le faire un jour dans des lieux où les hommes le peuvent aussi. Ouais. On revient à l'argent. Oui. Donc, tu as fait tous ces métiers souvent pénibles, il faut bien le dire. Maintenant, comment tu vois les choses ici et maintenant, à ce stade? Vers quoi tu voudrais aller par rapport à ça, cette question délicate et financière? Oui, mais maintenant je fais mon livre et j'arrête le projet.
J'avais une chance d'avoir une très belle maison d'édition, mais qui m'a été refusée malheureusement. Donc là, j'ai une plus petite maison d'édition. Ça sera des livres en pré-vente, parce que ça coûte très cher de faire un livre. Et en général, on gagne pas d'argent en faisant un livre. Je le précise aussi. C'est pareil pour les écrivains, même souvent. Quand tu tires pas plus de 10 ou 20 000 exemplaires, c'est quasiment à perte. Mais ça, faut le dire, parce que moi, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Donc là, j'ai fait mon livre, j'ai fait mon nouveau projet qui parle beaucoup de chirurgie esthétique. Et c'est des projets que je fais avec mon argent, avec des amis. Voilà. La débrouille. La débrouille, ouais. Et à côté de ça, j'aimerais bien me tourner plus vers le fait, est-ce que c'est possible de faire du marketing sans se foutre de la gueule des gens? Ça, c'est ma nouvelle obsession en ce moment. Est-ce qu'on peut réussir à faire un produit de manière chouette, de manière écolo, de manière engagée, et est-ce que il peut aussi se vendre? Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est imaginons, je sors une marque de lingerie avec une direction artistique de femmes âgées, est-ce que ça marcherait ou pas? Et en ce moment, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et je pense que malheureusement, je vais gentiment arrêter le documentaire pur et dur parce qu'il n'y a absolument pas assez de soutien. Et j'ai des très bonnes idées et je les donne à des amis qui ont peut-être plus de moyens. Je leur dis, mais travaillez sur ça. Mais ça m'a crevé, ouais, malheureusement. C'est un peu tristoun, hein, pardon. Non, c'est juste. Oui, c'est juste, non. Mais je préfère dire la réalité maintenant parce qu'avant. Mais je préfère aussi parce que, comme tu en as touché un mot, voilà, on voit 50 000 followers, on se dit, waouh. Ouais. Tu vois, on t'imagine au bord d'une piscine avec des cocktails à 15 balles, quoi. Ouais, je sais. Ça pourrait, hein. J'ai des amis qui font des partenariats, du coup. Et maintenant, je me suis dit que j'allais essayer d'en faire aussi, alors qu'en fait, c'est pas trop mon truc, quoi. C'est le côté commercial qui te révulse ou ouais, je pense que de base je suis photographe ou artiste, pas un porte-manteau ou pas une agence de pub. Et aujourd'hui, les artistes doivent souvent sur les réseaux faire des collaborations ou se marchander, ça se dit, marchander. Bonne question. Marchander serait plutôt négocier, mais aussi, donner un fort côté marchand à leur travail, on peut dire comme ça. Oui, et du coup doivent produire et se montrer et vendre des produits pour pouvoir vivre de leur art. Donc c'est plus les boulots alimentaires, enfin si bien sûr pour beaucoup oui, mais il y en a d'autres qui du coup font des collaborations avec tout type de marques pour faire leurs projets à côté. C'est un peu la manière moderne de faire aujourd'hui et que je comprends, mais je pense qu'on voit tellement de publicité que j'ai toujours dit non à ça. Et maintenant, je me dis, si c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as souvent été sollicitée? Au départ, oui. Et j'ai toujours refusé en leur disant, mais ça va pas. Je ne suis pas une pub ambulante. Et maintenant, je commence à me dire, en fait, si je veux continuer à faire des beaux projets, il faut que je me tourne vers là où il y a de l'argent. En essayant de pas faire des choses trop cracra ou de vendre des trucs nuls. Ça vraiment, non. Et je le ferai jamais. Oui, voilà. Mais j'essaye d'être plus fluide et moins engagé sur ce point-là, ce qui est, je pense, dommage, mais parce que sinon c'est vraiment dur quand on est très engagé, qu'on a beaucoup de valeur en fait, de survivre dans ce monde. Oui. Si tu devais exposer une photo dans un endroit, quel serait l'endroit ultime pour exposer tes photos? Bonne question ça. Tiens, je suis en train d'imaginer dans une utopie totale, de reprendre tout un hôtel et de faire des chambres comme si c'était un peu les appartements des femmes et mettre des photos de certaines choses qu'il y avait chez elles. Ça serait cool. Ça serait assez intimiste aussi. Pourquoi pas mettre même un audio d'une conversation dans des chambres où on peut se poser sur le lit, sur des chaises et écouter des conversations. Ça serait plutôt stylé, ça. Ouais, un beau concept, un peu d'art total comme ça finalement. Ouais, ça me plairait beaucoup, qui sait. Toujours dans les choses ultimes, est-ce qu'il y aurait une femme ultime que tu aimerais photographier? Patti Smith, direct. Oh, j'aime tellement cette femme, vraiment. Béatrice Dalle aussi, tiens. Elle a un truc. En fait, toutes ces rebelles qui ne cessent pas marcher sur les pieds. Béatrice Dalle, elle a été le sex symbole qui aujourd'hui est vu comme une horreur, d'après ce que j'ai entendu dans des radios françaises. Et ça m'intéresse d'en parler avec elle aussi de ça.
Et je trouve elle a quelque chose de très doux dans sa... On dirait un peu une brute, au premier abord. Et on la nomme souvent comme ça, mais en fait, elle est extrêmement sensible, Béatrice Dalle. Je la trouve magnifique. C'est une femme qui ressent beaucoup d'amour et qui est très spéciale. Et... Oui, il y en a beaucoup que j'aimerais beaucoup rencontrer et photographier. Bien écoute, envoyons l'invitation, on sait jamais. Ça serait incroyable. Oui. Eh bien, il me reste à te poser la dernière question, qui est la même pour tout le monde dans Raconte. Qui tu voudrais inviter dans Raconte pour être à cet exercice que tu viens de faire depuis environ 1 heure? De Bruxelles? Ah non, de partout. Ou n'importe. Francophone, c'est la seule limite. Francophone, attends. Connu, inconnu, dans tous les secteurs, tous les milieux. Oh, mais attends, mais je peux en donner beaucoup trop. Alors donne-moi par un exemple. Je pensais à Tommaso, un ami qui travaille sur les peintures de son père qui est décédé et qui était un magnifique peintre à Bruxelles. Et il a un très beau projet suite à ses peintures, donc Tommaso. Et attends, je vais trouver encore quelqu'un d'autre. Oh, il y en a tellement. C'est comme la BO, c'est dur de choisir. C'est hyper dur de choisir. choisir. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, choisir c'est renoncer. Boris Cyrulnik. J'avoue, je connais pas. Qui est un psychologue, un psychiatre même, mais français, je pense qu'il doit avoir 70 ans. Il parle extrêmement bien de résilience et j'aime beaucoup l'écouter et il a une voix toute douce et je le trouve extrêmement intelligent et merveilleux, ouais. Donc 2 hommes. Il faudrait une femme. Il faudrait. C'est un paradoxe parce qu'on a parlé de femmes pendant quasiment 1 heure et là, 2 hommes. Ouais, mais je les trouve très, très beaux dans leur quête. Et une femme. Je suis entourée que de femmes incroyables en fait. Donc, mais vous savez quoi, n'importe quelle femme dans la rue. La première qui passe. La première qui passe et vous lui posez des questions. Ça serait un bon exercice. Ouais. Écoute, on va garder l'idée. Je ne promets pas qu'on va le faire, mais on va garder l'idée. Okay. Mais c'est vrai que ça pourrait être dans un autre format peut-être. Ouais. Très intéressant. Merci beaucoup, Clélia. Mais merci à vous de m'avoir invitée. Et voilà. Et de m'avoir laissé parler de tous ces sujets un peu plus profonds et pas évidents. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde.